que ne retentit le coup annonçant qu'il était 1 heure du matin, et voici que se fit entendre un grave, sourd, creux, mélancolique. À l'instant même, une vive lueur inonda la chambre et les rideaux de son lit furent tirés. Les rideaux de son lit furent tirés, vous dis-je, et par une main, pas ceux qui étaient à ses pieds, ni ceux derrière sa tête, mais ceux vers lesquels il avait le visage tourné. Les rideaux de son lit furent tirés et Scrooge, qui, dans un sursaut, s'était à moitié assis dans son lit, se trouva face à face avec le visiteur surnaturel qui les avait tirés, aussi près de lui que je le suis maintenant de vous, et notez bien que je me tiens en esprit à votre coude. C'était un être étrange, une sorte d'enfant, même s'il ressemblait moins à un enfant qu'à un vieillard vu au travers de quelque élément surnaturel qui lui donnait l'air de s'être éloigné, d'avoir rapetissé et pris les proportions d'un enfant. Ses cheveux, qui lui pendaient autour du cou et dans le dos, étaient blanchis comme sous l'effet de l'âge. Le visage n'avait pourtant pas la moindre ride et le teint avait tout l'éclat de la jeunesse. Les bras étaient très longs et musclés, de même que les mains, comme s'il eût une poigne d'une force peu commune. Les jambes et les pieds, de forme très délicate, étaient nus, tout comme les membres supérieurs. Il portait une tunique d'un blanc immaculé, et autour de sa taille était nouée une ceinture brillante dont le chatoiement était magnifique. Il tenait à la main une branche de houx vert fraîchement coupée et, par un singulier contraste avec cet emblème de l'hiver, des fleurs d'été ornaient sa tunique. Mais ce qu'il y avait de plus étrange en lui, c'était qu'il lui jaillissait du haut de la tête un faisceau de lumière vive et claire qui éclairait le reste de son corps. Cette particularité expliquait sans doute ce grand éteignoir qu'il avait sous le bras. Il devait lui servir de chapeau lorsqu'il était moins gai, mais il y avait en lui plus étrange encore aux yeux de Scrooge, qui se mit à l'examiner avec une attention croissante. En effet, de la même manière que sa ceinture luisait et scintillait tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, avec pour effet que ce qui était clair un moment devenait sombre celui d'après, les parties bien visibles de sa personne n'étaient jamais les mêmes. C'était une apparition avec tour à tour un seul bras, une seule jambe ou 20 jambes, ou alors avec 2 jambes mais sans tête, ou encore avec une tête mais sans corps, et des parties du corps devenues invisibles. Il ne restait plus même un contour dans l'obscurité épaisse au milieu de laquelle elle se dissipait. Et puis, au plus fort de cette prodigieuse transformation, cette chose redevenait elle-même plus nette et distincte que jamais. « Monsieur, demanda Scrooge, êtes-vous l'esprit dont on m'a annoncé la venue ?»« C'est bien moi. » La voix était douce et agréable, curieusement basse aussi, comme si elle venait de loin, au lieu d'être si près de lui. « Qui êtes-vous et qu'incarnez-vous donc ?» demanda Scrooge. « Je suis le fantôme des Noëls passés. » Les Noëls des passés lointains, s'enquit Scrooge qui avait remarqué sa taille de nain. « Non, ceux de ton passé à toi. » Peut-être si on avait pu lui poser la question, Scrooge n'aurait-il su dire pourquoi, mais il avait tout particulièrement envie de voir l'esprit coiffé de son chapeau, et il le pria de se couvrir. « Comment ?» s'écria le fantôme. « Voudrais-tu sitôt éteindre de tes mains de mortel la lumière que j'apporte? Ne trouves-tu pas suffisant d'être de ceux dont les passions m'ont façonné ce chapeau et qui me contraignent à le porter à travers les ans enfoncé sur le front ?» Scrooge nia respectueusement avoir jamais eu l'intention de l'offenser, et protesta qu'à aucune époque de sa vie il n'avait sciemment et délibérément aveuglé l'esprit avec son propre chapeau. Il eut ensuite la hardiesse de lui demander ce qui l'amenait. « Ton bonheur, » dit le fantôme. Scrooge se déclara fort reconnaissant, mais ne put s'empêcher de penser qu'une nuit de repos ininterrompue aurait davantage permis d'atteindre ce résultat. L'esprit dut l'entendre penser car il s'empressa de lui dire « Ton retour sur le droit chemin alors, prends garde. » Tout en parlant, il tendit sa main vigoureuse et, avec douceur, saisit Scrooge par le bras. « Lève-toi
tandis qu'il regardait autour de lui. C'est dans ce lieu que j'ai grandi, c'est ici que j'ai passé mon enfance. L'esprit le dévisagea avec bonté, doux, léger. Le contact de sa main n'avait duré qu'un instant, mais le vieil homme le ressentait encore. Il avait conscience de 1000 odeurs qui flottaient dans l'air, toutes liées à 1000 pensées, espérances, joies et préoccupations depuis bien, bien longtemps oubliées. Ta lèvre tremble, dit le fantôme. Et qu'est-ce donc là sur ta joue? Une émotion inhabituelle dans la voix. Scrooge marmonna que c'était un bouton et pria le fantôme de le conduire où bon lui semblerait. Tu te rappelles le chemin? Demanda l'esprit. Si je me rappelle, s'écria Scrooge avec ferveur, mais je saurais y aller les yeux bandés. Bizarre alors que tu l'aies oublié toutes ces années, déclara le fantôme. Allons. Ils cheminèrent le long de la route et Scrooge reconnut au passage chaque portail, chaque poteau, chaque arbre. Enfin, une petite bourgade apparut au loin, avec son pont, son église et sa rivière sinueuse. Et maintenant, des bonnets à longs poils trottaient dans leur direction. Ils étaient montés par des petits garçons qui ailaient d'autres petits garçons, juchés dans des cabriolets rustiques et des charrettes que conduisaient des fermiers. Tous ces enfants étaient pleins d'allégresse et se hélaient en criant. Cette joyeuse musique finit par si bien résonner dans les vastes champs que l'air vif se mit à rire de l'entendre. Ce ne sont là que les ombres des choses qui ont été, dit le fantôme. Elles n'ont pas conscience de notre présence. Les gais voyageurs avançaient toujours vers eux et, à mesure qu'ils se rapprochaient, Scrooge les reconnaissait et citait le nom de chacun. Pourquoi se réjouissait-il au plus haut point de les voir? Pourquoi son regard glacé se mettait-il à prier? Pourquoi son cœur bondissait-il à leur passage? Et pourquoi était-il bien aise de les entendre se souhaiter un joyeux Noël, lorsqu'ils se séparaient au carrefour et au chemin de traverse qui devait les ramener chacun à son logis? Un joyeux Noël, qu'était-ce pour Scrooge? Au diable leur joyeux Noël! Quel bien lui avait-il jamais fait? L'école n'est pas encore tout à fait vide, dit le fantôme. Il y reste un enfant solitaire, abandonné par ses amis. Scrooge dit qu'il le savait et se mit à sangloter. Ils quittèrent la grande route pour s'engager dans un chemin creux que Scrooge connaissait bien, et bientôt ils furent en vue d'une grande bâtisse en briques d'un rouge terne. Sur le toit, un petit homme surmonté d'une girouette abritait une cloche. C'était une vaste demeure, mais de celles qui ont connu des jours meilleurs. Les spacieuses dépendances ne servaient plus
voyons un autre Noël. À ces mots, l'enfant qu'avait été Scrooge se mit à grandir. La salle devint un peu plus sombre et plus sale. Les boiseries craquèrent, les fenêtres se fendirent. Des écailles de plâtre tombèrent au plafond et laissèrent apparaître les lattes de bois. Mais de quelle manière tout cela advint, Scrooge ne le savait pas davantage que vous. Il savait seulement que tout était parfaitement exact, et s'était bien passé ainsi. Également qu'il se retrouvait là, seul une fois de plus, tandis que tous les autres écoliers étaient rentrés passer de joyeuses vacances chez eux. Il ne lisait plus à présent, mais se promenait de long en large, en proie au désespoir. Scrooge regarda le fantôme, secoua la tête d'un air bien triste, et eut un regard anxieux du côté de la porte. Elle s'ouvrit. Une petite fille, beaucoup plus jeune que l'écolier, se précipita à l'intérieur, se jeta à son cou et le couvrit de baisers en l'appelant « Mon chéri, mon frère chéri !»« Mon frère chéri, je suis venue pour te ramener à la maison, dit la fillette, pliée de rire, en battant de ses petites mains. « Te ramener à la maison, à la maison, à la maison. » « À la maison, petite enfant, répondit le garçon. « Oui, dit la petite, débordant de joie. À la maison, pour de bon, à la maison pour toujours. Papa est tellement plus gentil qu'avant que la maison est devenue un vrai paradis. Un soir béni, comme j'allais me coucher, il m'a parlé avec tant de douceur que je n'ai pas eu peur de lui redemander si tu pouvais revenir à la maison. Et il m'a répondu que oui, tu allais revenir, et il m'a envoyé te chercher en voiture. Et tu vas être un homme, ajouta-t-elle en ouvrant de grands yeux. Jamais plus tu ne reviendras ici. Mais d'abord nous allons être ensemble pendant toute la Noël, et nous allons passer les fêtes les plus joyeuses du monde entier. Tu es une vraie petite femme, Fan, s'exclama le jeune garçon. Elle battit des mains, se mit à rire et essaya de lui toucher la tête. Mais comme elle était trop petite, elle rit de plus belle et se dressa sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Dans son empressement enfantin, elle commença ensuite à l'entraîner vers la porte, et lui, il la suivit bien volontiers. Une voix terrible se fit entendre dans le vestibule, et vous descendez la malle du jeune Scrooge, et en même temps, le maître d'école parut en personne. Il jeta sur le jeune Scrooge un regard de condescendance hargneuse et le plongea dans un trouble affreux en lui serrant la main. Il le conduisit ensuite avec sa sœur jusqu'au parloir du dimanche, une espèce de vieux puits grelottant où le froid semblait avoir recouvert de cire les cartes de géographie accrochées au mur, ainsi que les globes célestes et terrestres posés sur les appuis de fenêtres. Une fois là, il sortit une carafe de vin singulièrement léger et un morceau de gâteau singulièrement lourd, et administra lui-même des parts de ses friandises à nos deux jeunes gens. En même temps, il envoya un domestique de chétive apparence offrir un verre de quelque chose au postillon, et celui-ci de répondre qu'il remerciait bien le monsieur, mais que, si ça provenait du tonneau qu'il avait déjà goûté, il aimait mieux pas. Pendant ce temps-là, on avait fini d'attacher la malle du jeune Scrooge sur le toit de la voiture, et c'est bien volontiers que les enfants dirent au revoir au maître d'école. Ils montèrent en voiture et dévalèrent gaiement l'allée du jardin. Les roues rapides faisaient jaillir comme de l'écume la givre et la neige qui recouvraient les sombres feuilles des arbres. Ce fut toujours une personne délicate qu'un souffle serait parvenu à flétrir, dit le fantôme, mais elle avait un grand cœur. Oh oui, s'écria Scrooge, vous avez raison. Ce n'est pas moi qui dirai le contraire, esprit, Dieu m'en garde. C'était une épouse quand elle est morte, dit l'esprit, et elle avait, je crois, des enfants. Un seul, répondit Scrooge. C'est juste, dit le fantôme, ton neveu. Scrooge parut mal à l'aise et répondit d'un ton bref. Oui. Ils venaient à peine de laisser l'école derrière eux que déjà ils se trouvaient dans les rues animées d'une ville, où des ombres de passants allaient et venaient, où des ombres de charrettes et de voitures se disputaient le pavé, et où se rencontraient l'agitation et le brouhaha d'une vraie ville. À voir les étalages des boutiques, ici aussi c'était Noël de toute évidence, mais on était le soir et les rues étaient éclairées. Le fantôme s'arrêta à la porte d'un magasin précis et demanda à Scrooge s'il le reconnaissait. « Si je le reconnais, dit Scrooge, n'est-ce pas ici que j'ai fait mon apprentissage ?» Ils entrèrent. À la vue d'un vieux monsieur coiffé d'un bonnet de laine, assis à un pupitre si haut que si l'homme avait mesuré 2 pouces de plus, il se serait cogné la tête au plafond. Scrooge s'écria en proie à une grande agitation. « Mais c'est ce vieux Fezziwig, Dieu le bénisse. C'est Fezziwig que voilà ressuscité. » Le vieux Fezziwig posa sa plume et leva les yeux vers l'horloge qui marquait 7 heures. Il se frotta les mains, rajusta son généreux gilet, rit de toute sa personne depuis les chaussures jusqu'au siège de la bienveillance, et s'écria d'une bonne voix joviale, bien riche, grasse et onctueuse. « Youhou, vous autres, Ebenezer, Dick !» Le Scrooge d'autrefois, qui était devenu un jeune homme à présent, entra d'un pas leste accompagné de son camarade d'apprentissage. « Dick Wilkins, mais bien sûr, dit Scrooge au fantôme. « Mon Dieu, oui, c'est lui, le voici. C'est qu'il avait beaucoup d'attachement pour moi, ce Dick, ce pauvre Dick. Mon Dieu, mon Dieu. »
voyez jamais de quelle façon ces deux gaillards se mirent à l'ouvrage. Ils se précipitèrent dans la rue avec les volets. 1, 2, 3, les mirent en place. 4, 5, 6, posèrent barre et clavette. 7, 8, 9, et ils étaient rentrés, haletant comme des chevaux de course avant que vous ayez pu compter jusqu'à 12. Oh oh, s'écria le vieux Fezziwig en bondissant à bas de son tabouret avec une merveilleuse agilité. On me débarrasse la pièce, les gars, et on me fait plein de place ici. Oh, Dick, de l'entrain Ebenezer. Débarrassé, qu'est-ce qu'il n'aurait pas débarrassé bien volontiers encore sous le regard du vieux Fezziwig. Ce fut l'affaire d'une minute. Tout ce qui était transportable fut enlevé, comme banni à tout jamais de la vie publique. On balaya et on arrosa le plancher, on moucha les lampes, on entassa du charbon, et le magasin était devenu la salle de bal la plus chaude et douillette, la plus sèche et illuminée qu'on puisse souhaiter trouver par une nuit d'hiver. C'est alors qu'entra un violonneur avec des partitions. Il alla droit au grand pupitre dont il se fit une estrade pour orchestre. Lorsqu'il se mit à accorder son crin-crin, on aurait cru entendre 50 estomacs commencer à se tordre. Et voici qu'entra Madame Fezziwig, tout sourire et bien en chair. Et voici qu'entrèrent les 3 demoiselles Fezziwig, radieuses et adorables, ainsi que les 6 jeunes soupirants dont elles brisaient le cœur. Et voici qu'entrèrent tous les jeunes gens et les jeunes filles qui travaillaient pour la maison. Et voici qu'entra la bonne avec son cousin le boulanger. Puis ce fut le tour de la cuisinière, avec l'ami intime de son frère, le laitier, et puis celui du petit domestique d'en face, qu'on soupçonnait de ne pas manger à sa faim chez son maître. Il essayait de se cacher derrière la servante qui travaillait 2 maisons plus loin, qui, le fait était prouvé, s'était fait tirer les oreilles par sa maîtresse. Tous, ils entrèrent tous les uns derrière les autres. Certains d'un air timide ou au contraire avec hardiesse, d'autres avec grâce, d'autres encore avec gaucherie, les uns en poussant les autres en tirant. Enfin tous, ils entrèrent tous, chacun à sa façon et n'importe comment. Et voici qu'ils entrèrent tous dans la danse, 20 couples à la fois, mains liées, chassés croisés, demi-tour à mi-chemin. Et les tours et les virevoltes recommencèrent et finirent par former plus ou moins des groupes par affinité. Le couple de tête de départ jamais à sa place, le nouveau couple qui redémarre trop vite, et finalement tous les couples qui passent en tête, il n'y a plus personne pour les suivre. Quand on en arriva à ce résultat, le vieux Fetzi
à la lumière projetée par le fantôme des Noëls passés. Cela a peu d'importance, dit-elle d'une voix douce, très peu même pour vous. Une autre idole a pris ma place. Si elle peut vous apporter dans les temps à venir joie et réconfort, comme j'aurais essayé de le faire, je n'ai pas de raison légitime de m'en affliger. Quelle idole a pris votre place, répondit-il. Une idole en or. Voilà bien l'impartialité du monde, dit-il. Il n'y a rien qu'il traite aussi durement que la pauvreté, et rien qu'il ne prétende condamner avec autant de sévérité que la poursuite de la richesse. Vous craignez trop l'opinion du monde, répondit la jeune fille avec douceur. Vous avez sacrifié toutes vos espérances à celle d'échapper un jour à ces vils reproches. J'ai vu vos plus nobles aspirations disparaître une à une jusqu'à ce que la passion dominante, l'appât du gain, vous ait absorbé. N'ai-je pas raison? Et quand bien même, rétorqua-t-il, si j'ai acquis cette sagesse avec le temps et après, mes sentiments pour vous ont inchangé. Elle secoua la tête. Ils ne le sont pas. La promesse qui nous lie est bien ancienne. Nous nous la sommes faite alors que nous étions toutes deux pauvres et contents de notre état, en attendant le jour où nous pourrions améliorer notre fortune en ce monde grâce à nos patientes industries. Mais vous, vous êtes bien changé. Quand nous nous sommes fait cette promesse, vous étiez un autre homme. J'étais un gamin, dit-il avec impatience. Vous sentez bien vous-même que vous n'étiez point alors ce que vous êtes aujourd'hui, répliqua-t-elle. Pour moi, je suis la même. Ce qui pouvait nous promettre le bonheur quand nous n'étions qu'un seul cœur est empli de souffrance depuis que nous en sommes deux. Le nombre de fois que j'y ai pensé et avec quelle intensité, je préfère ne pas le dire. Il suffit que j'y ai pensé et que je puisse à présent vous rendre votre parole. Ai-je jamais cherché à la reprendre? De manière explicite? Non, jamais. De quelle manière alors? Par un changement du tout au tout de votre façon d'être. Vous avez modifié votre état d'esprit, adopté une autre atmosphère de vie et un autre espoir comme but principal de votre existence, par tout ce qui, à vos yeux, donnait valeur et sens à mon amour pour vous. S'il n'y avait jamais eu cette promesse pour nous lier, dit la jeune fille en le regardant avec douceur et fermeté à la fois, dites-le-moi, chercheriez-vous ma compagnie et tenteriez-vous d'obtenir ma main aujourd'hui? Oh non. Il parut admettre malgré lui la justesse de cette supposition, mais reprit, refusant de se rendre. Vous ne le pensez pas, dit-il. Je serais bien heureuse de penser autrement si je le pouvais, répondit-elle. Le ciel m'en est témoin. Pour que je me sois rendue moi-même à une vérité de cet ordre, il faut bien qu'elle ait une force irrésistible. Mais si vous étiez libre aujourd'hui, demain, hier, puis-je croire, même moi, que vous iriez choisir une fille sans dot, vous qui, alors même que vous vous confiez à elle, ne cessez de peser toutes choses en fonction du gain à en tirer, ou bien si, venant à oublier un instant votre règle fondamentale de conduite, vous vous arrêtiez à ce choix, ne sais-je donc pas que vous ne tarderiez point à le regretter et à vous en repentir? Bien sûr que si. Je vous rends donc votre liberté, le cœur lourd, au nom de l'amour que je vouais à celui que vous étiez. Il allait parler, mais elle reprit en détournant la tête. Il se peut, le souvenir du passé m'autorise à l'espérer vaguement, que tout ceci vous fasse souffrir, très très peu de temps, et puis vous serez heureux de bannir ce souvenir de votre mémoire, comme un rêve sans profit dont vous vous féliciterez d'être sorti. Puissiez-vous trouver le bonheur dans la nouvelle existence que vous avez choisie. Elle le quitta et ils se séparèrent. Esprit, dit Scrooge, ne me montrez plus rien. Ramenez-moi à la maison. Pourquoi vous plaisez-vous à me tourmenter? Une dernière ombre, s'exclama le fantôme. Non, plus rien, cria Scrooge. Je ne peux pas la voir, ne me montrez plus rien. Mais l'implacable fantôme l'emprisonna dans ses deux bras et le força à regarder la suite. Il se trouvait devant un spectacle différent, ailleurs, dans une pièce ni très grande ni très belle, mais bien confortable. Près d'un feu d'hiver était assise une ravissante jeune fille, qui ressemblait tellement à celle qu'il venait de voir que Scrooge crut qu'il s'agissait d'elle, jusqu'au moment où il l'aperçut, assise en face de sa fille. Elle était à présent une mère de famille encore belle. Le bruit qui régnait dans cette chambre était tout simplement assourdissant, car il y avait là plus d'enfants que Scrooge, dans l'agitation de son esprit, n'en pouvait compter. Mais à l'inverse du célèbre troupeau dont parle le poème, au lieu d'être 40 enfants se conduisant comme un seul, c'est chaque enfant qui se conduisait ici comme 40, et cela donnait un vacarme incroyable, dont personne pourtant ne semblait se soucier. Au contraire, la mère et la fille en riaient de bon cœur et s'en amusaient beaucoup. Cette dernière, qui s'était bien vite mêlée au jeu, fut aussitôt pillée sans merci par ces petits brigands. Que n'aurais-je donné pour être l'un d'eux? Notez bien que jamais je n'aurais été aussi mal élevée. Ah ça, non, pour tout l'or du monde, je n'aurais pas voulu écraser ses cheveux bien peignés et en défaire brutalement les tresses. Quant au précieux petit soulier, je me serais bien gardé de l'arracher. Dieu me bénisse, pas même pour me sauver la vie. Et pour ce qui est de s'amuser à lui mesurer la taille comme il le faisait, cette bande de jeunes audacieux, jamais de la vie non plus, je n'aurais pas été surpris
L'immense soulagement de découvrir que c'était une fausse alerte, la joie, la gratitude, l'extase, rien de tout cela ne saurait se décrire. Contentons-nous de dire que les enfants et leurs émotions avec eux quittèrent l'un après l'autre le salon et que, une marche à la fois, ils montèrent l'escalier jusqu'au dernier étage où ils se mirent au lit et peu à peu se calmèrent. Alors Scrooge redoubla d'attention, car le maître du logis, sa fille tendrement appuyée contre lui, était allé s'asseoir entre son épouse et elle, au coin du feu. À la pensée qu'une autre personne tout aussi gracieuse et pleine de promesses aurait pu lui dire « Père » et devenir comme un printemps dans l'hiver ravagé de sa vie, Scrooge eut la vue qui devint franchement trouble. « Belle, dit le mari en se tournant vers sa femme avec un sourire, j'ai vu ce soir l'un de tes vieux amis. Qui donc? Devine. Comment le pourrais-je? Bah, j'y suis, ajouta-t-elle du même souffle, joignant son rire à celui de son mari. Monsieur Scrooge, lui-même, tu as deviné juste. Je passais devant la fenêtre de son bureau et comme les volets n'étaient pas fermés et qu'il avait allumé une bougie, je ne pouvais pas vraiment ne pas le voir. Son associé se meurt à ce qu'il paraît. Il était donc là, seul, tout seul au monde à mon avis. Esprit, dit Scrooge d'une voix brisée, emmenez-moi loin d'ici. Je t'avais bien dit, répondit le fantôme, que je te montrerai les ombres des choses qui ont été. Ne va pas me reprocher qu'elles soient ce qu'elles sont. Emmenez-moi, s'écria Scrooge, je ne puis en supporter davantage. Il se tourna vers le fantôme et retrouvant dans son visage par un étrange phénomène des traits épars de tous les visages qui lui avaient été montrés, il se jeta sur lui. Laissez-moi, s'écria-t-il, ramenez-moi, cessez de me hanter. Au cours de cette lutte entre eux, si on peut l'appeler ainsi car le fantôme, sans résistance apparente, n'était ébranlé par aucun des efforts de son adversaire, Scrooge remarqua que la lumière de sa tête brillait haut et clair. Rapprochant alors vaguement cette circonstance de l'influence que le fantôme exerçait sur lui, il saisit l'éteignoir qui lui enfonça vivement sur la tête. L'esprit s'affaissa brutalement sous l'éteignoir, qui le recouvrit entièrement. Mais Scrooge avait beau peser de toutes ses forces, il ne venait pas à bout de la lumière qui ruisselait sous l'éteignoir et allait se répandre à flot continu sur le sol. Il prit conscience qu'il était épuisé et gagné par une